tous. Alors pour ceux qui ont déjà vu la petite vidéo d'annonce, le thème aujourd'hui, on va traiter de la constitution, des lois, de la hiérarchie des normes. Pendant longtemps, sous l'Ancien Régime, les rois, tout ça, quoi. Tous les pouvoirs de la souveraineté, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de exécutif, législatif et judiciaire, étaient réunis dans les mêmes mains, celles du roi. Tirer des lasers avec les yeux, ça en faisait pas partie. D'ailleurs, ces trois pouvoirs n'étaient pas nommés. D'ailleurs, ça faisait partie d'une sorte de grande soupe de pouvoir que possédait le roi, et comme c'était lui qui dirigeait tout, on s'en fichait un petit peu, quoi. On s'en fichait un petit peu, on se posait pas trop la question, n'empêche que, si ce pouvoir ne venait pas de Dieu, de qui ça venait? De où ça venait? Ouais, si c'est pas Dieu, c'est qui? John Locke, un philosophe anglais, grand philosophe. En 1690, il va apporter un début de réponse. Il dit « La violation par le prince des libertés de ses sujets dispense ces derniers du devoir d'obéissance. » Ouais, respecte-moi et je t'obéirai, quoi. On parle alors d'une sorte de contrat intrinsèque à la monarchie. Et Diderot généralisera cette idée quelques années plus tard dans l'encyclopédie. Le prince ne peut disposer de ses pouvoirs et de ses sujets que dans le consentement de la nation. Et là, on a le constitutionnalisme qui se développe au XVIIIe siècle, dans une ambiance de résistance à la monarchie absolue. Alors, qu'est-ce que c'est que la Constitution? Eh bien, c'est l'ensemble des règles qui déterminent les conditions d'acquisition et le fonctionnement des pouvoirs politiques. Qui détient quel pouvoir, comment l'ont-ils eu, comment l'exercer? Et là, on peut dire que dans tout État, il y a une constitution, même sans avoir de texte à proprement parler, dans un État totalitaire. Qui détient? Le boss. Par quels moyens? Par la force, le droit du sang, etc. Et quelles sont les conditions de fonctionnement? Avec un point dans ta gueule. La Constitution, c'est la norme suprême. C'est la première, mais celle qui est au-dessus de toutes les autres normes. Elle est légalement inviolable. C'est-à-dire tu peux, mais légalement non. Alors la première, ok, mais comment on en met une en place? Là, si j'en veux une maintenant, ici en France, tout de suite, comment je fais? Eh bien, il va falloir prendre les armes, surtout si tu la veux pour hier, ta nouvelle constitution. Plus sérieusement, on distingue deux types de pouvoirs constituants. Le pouvoir constituant originaire, une sorte de gouvernement législateur transitoire, on va dire un super législateur, même si on appelle ça le constituant. Mais c'est moins glamour, qui va créer une nouvelle constitution à partir de rien, alors qu'aucune autre n'est en vigueur. Par exemple, la création d'un État nouveau, comme après l'indépendance des États-Unis. Ou encore après une révolution, comme en France. Oui, ou après un putsch, parce que ce que certains appellent un coup d'État, d'autres l'appellent une révolution. Comme disait Robert Brasillach, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ouais, mais c'est pas la question. On a donc une constitution originaire, qui naît ex nihilo, de rien, qui va décrire les lois fondamentales, comme en France où la constitution de la Ve République est assez étoffée sur ce point. Elle inclut notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On fera un épisode entièrement là-dessus. Et établir les conditions d'accession du pouvoir, le vote, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de pouvoir constitutionnel dérivé, c'est-à-dire que dans la Constitution, on va inclure une certaine façon de modifier cette dernière. Ce sont souvent des procédures comme celles des lois, qui sont juste un peu plus restrictives, notamment qui demandent une majorité qualifiée de vote devant les assemblées. La majorité absolue, c'est 50%, une majorité qualifiée, c'est un autre pourcentage, ça peut être 2 tiers, etc. Et qui ont des procédures de contrôle et de vérification beaucoup plus strictes. Donc on a vu la mère de toutes les normes, c'est la Constitution. Ça s'applique surtout à la Ve République, puisque les 3e et 4e Républiques étaient en fait ce qu'on a appelé par la suite des légicentristes. Plaçaient, comme leur nom l'indique, la loi au centre des choses. Donc effectivement, ils considéraient que la Constitution était au-dessus, mais quand il y avait besoin de changer la Constitution pour faire une loi qui leur plaisait, il n'y avait aucun problème pour le faire. Aujourd'hui, on a le Conseil constitutionnel qui veille justement à éviter ce changement de constitution permanent, et on fera un épisode entièrement sur lui justement. Hans Kelsen, grand juriste autrichien, qui a écrit la Constitution d'Autriche du 1er octobre 1920, nous représente la hiérarchie des normes, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, par une pyramide. Et la Constitution en serait à la fois la base, sur laquelle toutes les autres sont construites. Mais généralement, on la représente à l'inverse, en haut de cette pyramide, par rapport au contrôle qu'elle exerce sur toutes les normes inférieures. Chaque nouvel étage devra respecter les étages supérieurs. Alors en France, on voit bien en haut de la pyramide la Constitution, le bloc de constitutionnalité pour être précis. Celle-ci est donc la norme suprême et elle tire sa légitimité du fait qu'elle était votée, approuvée par le peuple. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus même du gouvernement. Et ça, citoyen, tu dois le savoir. Juste en dessous se situe un petit cas particulier, c'est le bloc de conventionnalité. C'est-à-dire que tous les traités internationaux, tels que l'Europe, se situent, dans l'ordre interne, juste en dessous de la Constitution. On fera aussi un épisode là-dessus. Juste en dessous, on a les lois organiques. Ce qu'on entend par organique, ce sont les lois d'organisation des pouvoirs publics. Ce sont de sortes de super-lois qui ont pour but de la mise en application de la Constitution. Alors là, on va descendre encore un petit peu, et regardons les lois et les règlements. Ouais, il faut faire gaffe aux mots utilisés parce que ça n'a rien à voir. En tout cas dans les textes. Alors là, on va parler de Montesquieu, parce que le gars, il a quand même écrit un petit peu là-dessus. Ouais, et il lui a fallu 14 ans pour écrire de l'esprit des lois. Et ça, c'est pas un bouquin, c'est 31 livres. Face au pouvoir absolu de la monarchie, de la couronne, Montesquieu il va essayer de réfléchir. Réfléchir à quoi?
à une certaine façon de nous préserver de l'arbitraire du pouvoir. Le problème est que, comme il dit lui-même, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et donc il faut que d'une certaine façon, le pouvoir arrête le pouvoir. D'où la nécessité de séparation des pouvoirs. Alors revenons en détail sur ces trois pouvoirs. On a le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de voter les lois qu'a le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est eux qui vont voter la création des lois. Et on fera aussi un épisode là-dessus, sur toute la vie d'une loi, de sa naissance jusqu'à sa mort. Le pouvoir exécutif, en fait, c'est le pouvoir du gouvernement. Gouvernement, j'entends le président, premier ministre et ministre. C'est leur pouvoir qui va être de mettre en application les lois, de faire exécuter les lois, par des règlements. Il faut noter que les règlements ont eux aussi leur pyramide. C'est-à-dire qu'un décret en Conseil des ministres sera dans la pyramide des règlements, au-dessus d'un arrêté ministériel qui lui-même est au-dessus d'un arrêté municipal. Et enfin, on a le pouvoir judiciaire, qui est le contrôle de l'application des lois, et le coup de bâton s'il y a besoin. Et parfois, on tombe sur une loi ou un règlement assez bancal, où il y a une zone d'ombre qui persiste, et là, les juges devront trancher, c'est-à-dire interpréter la loi. Et là, ils se référeront souvent à ce qu'on appelle les principes généraux du droit, qui sont en fait ce qu'on appelle la jurisprudence. L'interdiction de licencier une femme enceinte en est un très bon exemple. Pour en revenir plus en détail aux lois et aux règlements, il faut noter que dans la Constitution, les deux domaines sont strictement bien séparés. La loi est un acte contraignant, à portée générale et impersonnelle, prescrivant des règles de vie en société. Elle est votée par le Parlement. Et on a une liste de matières pour lesquelles la loi s'applique directement, soit en détail, soit à définir les principes de base, et ce sera le gouvernement d'en fixer les détails. On peut dire que tout ce qui n'est pas énuméré explicitement comme du domaine de la loi relèvera du gouvernement, donc du règlement. On dit qu'il a une compétence de droit commun. Il gère tout, sauf exception. Alors comme je disais tout à l'heure, ça c'est dans les textes, parce que dans la pratique, en parlant de la Ve République, Jean Riveraud disait « la révolution n'a pas eu lieu ». C'est-à-dire que concrètement, l'arrivée à la Ve République devait éviter la confusion des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. C'est toujours mieux que ce qu'on avait dans les républiques précédentes, par contre c'est pas encore exactement le cas. Alors pourquoi? Déjà, le gouvernement n'est pas très attaché à la distinction règlement et loi. Il va avoir aucun problème à demander à sa majorité au Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, de faire voter une loi. De plus, l'article 34 de la Constitution qui détermine les domaines de la loi est très vague. C'est-à-dire qu'au final, quasiment tout peut être ramené au domaine de la loi. Enfin, on a les actes administratifs, les circulaires et les directives. Ce sont deux actes qui permettent la mise en application homogène sur tout le territoire de France. Et voilà, c'était Cédric, merci d'avoir suivi cet épisode. Donc c'était un gros morceau, la Constitution. Il y a plein de détails que j'aurais voulu donner en plus, mais il faut aussi essayer de réduire pour pouvoir faire peut-être d'autres épisodes aussi dessus. Comme je vous ai dit, il y a certains domaines sur lesquels on reviendra, d'autres que j'ai peut-être pas précisé, qui me font plaisir d'y retourner aussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, à tweeter, faire connaître la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode, qui sera vendredi dans 2 semaines.